Des photos ont fait le tour du monde. Celle-ci a été prise en 1993, celle-là en 2000. Des images qui montrent le retrait du glacier. Des images chocs qui ont fait du Kilimandjaro l'icône du réchauffement climatique. Mais n'est-ce pas là un mensonge planétaire? La réponse, nous allons la trouver à l'université de Nairobi. L'équipe du professeur George Kaser est la seule à étudier les glaciers du Kilimandjaro et du mont Kenya. Ce jour-là, ils présentent leurs conclusions devant des professeurs et des étudiants en climatologie. Graphiques, preuves à l'appui, ils démontrent que l'augmentation des températures n'a rien à voir avec la disparition du glacier du Kilimandjaro. Le Kilimandjaro n'est pas un symbole des changements climatiques. Il est dans un environnement très froid et sec. Il suit donc des règles particulières qui empêchent les glaciers de réagir au changement local de température. Une icône est quelque chose de simple habituellement. Le Kilimandjaro n'est pas simple, il est très complexe à comprendre. Dans son exposé, il explique les phénomènes complexes qui agissent sur la fonte du glacier. Mais il insiste encore une fois, l'augmentation des températures n'est pas en cause. 2 fois par an, depuis 2005, il organise des expéditions sur le Kilimandjaro, ou comme ici sur le mont Kenya. Difficile à imaginer, mais nous sommes à moins d'1 heure en voiture de l'équateur, au cœur de l'Afrique. Les glaciologues posent des sondes pour mesurer l'épaisseur de la glace qui, année après année, fond de façon vertigineuse. D'autres instruments enregistrent la vitesse du vent, la température. Toutes ces données seront analysées et comparées. Mais pour le glacier du mont Kenya, un constat s'impose. Le mont Kenya est un bon symbole pour le réchauffement climatique? Si vous voulez, mais il ne sera pas très longtemps un bon symbole. Prenez n'importe quel glacier, prenez Argentière, prenez n'importe quel glacier dans les Alpes françaises. Ce serait un meilleur symbole. Pour George Kaser, dans 20 ou 30 ans, les glaciers du Kilimandjaro et du mont Kenya auront bien disparu. Pour les tribus Maasai qui vivent au pied de ces montagnes, c'est surtout le berceau de leur civilisation qui se meurt. Leur disparition signerait la fin d'un mythe et d'un mode de vie. En Afrique, le Kenya est considéré avec l'Afrique du Sud comme l'un des pays les plus dynamiques économiquement. Mais les changements climatiques révèlent une autre réalité. Nous partons plus au nord, au Turkana. Les nuages sont prometteurs, mais le mal est déjà fait. À perte de vue, le bush et ses rivières de sable. Ici, l'eau n'est plus qu'un lointain souvenir. Un souvenir enfoui à près d'1 mètre de la surface. Chaque jour, ces femmes raclent le sol pour trouver 1 ou 2 litres d'une eau saumâtre, à peine potable. Chaque jour, au lever du soleil, elles sont des centaines à parcourir des kilomètres dans la brousse pour remplir leurs bidons. 10 litres dans le meilleur des cas, à peine de quoi tenir la journée. Comment vivre ici? Comment survivre après la dernière sécheresse, la pire qu'ait connue la région depuis 50 ans? Été 2009, la famine frappe durement le Turkana. Près de 4 millions de personnes sont touchées. Pour tous, chaque jour est une lutte contre la faim, une course contre la mort.
Aujourd'hui, les stigmates sont encore visibles. Ce moment-là, ces femmes l'attendent depuis longtemps. Depuis un mois, autant dire une éternité. Un mois depuis la dernière distribution de nourriture. Après avoir apposé leur empreinte, elles peuvent prétendre à quelques kilos de maïs. Un sac de riz, un bidon d'huile. Les quantités dépendent du nombre de bouches à nourrir. Jézékel Dida supervise ces distributions. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, cette huile, elle est où? Elle est là. Quoi? Vous allez vous partager ça? Mais il n'y en a presque pas. Eh oui. Ici, les familles s'entraident. Cette solidarité leur permet de résister aux fléaux qui s'abattent chaque année sur elles. Sécheresses exceptionnelles, mais qui n'ont rien d'inattendu. Celle de 2009 était annoncée. Dans cette région abandonnée des autorités kenyanes, il n'existe aucun moyen d'atténuer le drame. Les distributions sont parfois tendues. Nomades comme les Maasai, ces populations ne vivent que de leurs troupeaux. Ces 3 dernières années, la sécheresse a décimé des centaines de milliers de têtes de bétail. Ce berger de 45 ans a tout perdu. Ce vieil homme dit qu'il vient de loin, de Lohima, où il vivait il y a 6 ans. Après avoir tout perdu, il s'est inscrit ici. Et depuis, chaque mois, il reçoit de la nourriture. Et avec cette nourriture, il a pu économiser pour acheter 2 chèvres. Parce qu'il pense que sans chèvres, il ne peut plus être un Turkana. Comment rester indifférent à ce peuple qui survit dans l'un des environnements les plus hostiles au monde? Ici, nous sommes au milieu de nulle part. Aucun panneau n'indique ce lieu. Aucune carte routière n'y fait référence. Après avoir erré de longues journées, Regina s'est installée là. Lors de la dernière sécheresse, elle a aussi perdu son troupeau. Son unique richesse. Coffre toute sa fortune, ses papiers d'identité et rien d'autre. Elle ne possède aucun meuble. Je n'ai plus de mari. Quand il a vu qu'on n'avait plus rien, il a décidé de partir. Maintenant, je suis seule, toute seule, avec mes enfants et mes petits-enfants. La région vit sous perfusion internationale. Sans l'aide et le soutien du PAM, le Programme alimentaire mondial, des dizaines de milliers de familles seraient mortes de faim. Nous sommes à Lodwar, dans l'un des hangars du PAM. Des milliers de tonnes de nourriture sont stockées ici. Elles proviennent des États-Unis et d'Europe. Au pire moment de la sécheresse au Kenya, près de 4 millions de personnes dépendaient de ces distributions. Aujourd'hui, dans le reste du pays, la situation s'est un peu améliorée. Mais au Turkana, 3 personnes sur 4 attendent encore l'arrivée des camions des Nations Unies. Les équipes de l'ONU ne se déplacent jamais sans une escorte armée. Zone, a priori dangereuse. Elles nous emmènent à une 50aine de kilomètres de la ville de Lodwar. Elles veulent nous montrer l'un de leurs programmes les plus symboliques.
Au milieu de la brousse, l'école de Kalobei. Les enfants sont regroupés pour le chant patriotique et la lecture de la Bible. Les cours ne commencent jamais avant ce rassemblement. Après la dernière sécheresse, les effectifs ont été multipliés par 5 ou 6. Il y a 723 élèves de 4 à 18 ans pour seulement 8 instituteurs. My love, how your eyes shine with love behind your... La raison pour laquelle nous gardons ces enfants, c'est qu'ici, c'est un site pour les enfants d'éleveurs. Car leurs parents et les animaux bougent tout le temps, d'un endroit à l'autre. Pour cette raison, les enfants sont internes. Ils vivent à l'école 3 mois, et ensuite, dès que l'école ferme, ils sont 3 mois avec leurs parents. Dans le pays, l'école est officiellement obligatoire. Mais comment obliger des parents à se séparer de leurs enfants? Des enfants qui n'attendent pas leur majorité pour travailler. Okay, sit down. Thank you. Environment is divided into 2 parts. Dès l'âge de 5 ans, ils s'occupent normalement de leur bétail. Mais avec la dernière sécheresse, 90% de leurs troupeaux ont été décimés. Un mal pour un bien, les parents les ont inscrits dans cette école où l'on apprend aussi à mieux s'adapter au changement climatique. Ces élèves sont en première ligne. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous n'avons ni eau, ni nourriture. Mais à présent, nous allons à l'école. Et on a droit à beaucoup de choses. De la nourriture et aussi de l'eau. L'année dernière, vous étiez avec vos parents dans la savane? Nous n'avions pas d'eau ni de nourriture là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas plu. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu une sécheresse l'année dernière? Pourquoi? Non, je ne sais pas. C'est la volonté de Dieu. Il apporte la pluie et la sécheresse. C'est ainsi et je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le climat est du côté de la sécheresse. Nous devons donc planter des arbres et ça changera le climat. Apprendre le ventre plein. Une idée simple, mais qui fait la force de ce programme des Nations Unies et du gouvernement kényan. Logés, nourris, ces enfants pourront un jour prétendre à un autre métier que celui de berger. Chaque jour, tous les enfants ont droit à 2 repas, riches en protéines. Ces enfants vont à l'école à présent.